Je reçois aujourd'hui Julien Langella. Bonjour monsieur. Bonjour. Julien Langella, vous êtes le cofondateur de Génération Identitaire, la fameuse association récemment dissoute par le gouvernement. Vous êtes également vice-président d'Academia Christiana. Vous êtes déjà l'auteur de plusieurs ouvrages, La jeunesse au pouvoir, catholique et identitaire. Vous nous présentez aujourd'hui le dernier, publié aux éditions de la Nouvelle Librairie, Refaire un peuple pour un populisme radical. Julien Langella, commençons par le commencement. C'est quoi le populisme? Alors, le populisme, c'est d'abord un ovni politique, ou plutôt c'est une arlésienne. Tout le monde en parle et il n'existe pas réellement. Il y a un style populiste, une manière de faire de la politique en invoquant la défense du peuple contre des élites, mais il n'y a pas de populisme en réalité. Et pour moi, le populisme, c'est trois axes fondamentaux. L'identité, défendre notre identité, ça implique une politique de l'enracinement et une politique de défense vis-à-vis de l'immigration-invasion. La défense également de nos libertés particulières, liberté d'entreprendre pour les petits commerçants, liberté d'expression, droit à la petite propriété privée enracinée, nous pourrons développer ces questions-là. Et puis, la sécurité est une liberté essentielle aussi. Et puis, la justice sociale bien comprise, à chacun selon son mérite et ses besoins. Faux concept de gauche, vrai concept, à mon avis, catholique et de droite. Le populisme s'appuie sur ces trois fondamentaux pour défendre ce qui fait un peuple et permettre au peuple français de rayonner à nouveau dans l'histoire. D'ailleurs, à propos de sécurité, le projet de loi sécurité globale est en passe de passer. En tout cas, les parlementaires se sont accordés aujourd'hui de droite ou de gauche pour voilà, aller vers cette loi. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette loi sécurité globale? Bon, il n'y a jamais eu autant de lois, autant d'inflation législative et si peu de policiers dans les rues, si peu de sécurité physique réelle. Donc ça ne m'inspire absolument rien, si ce n'est la plus grande indifférence. Je crois que la sécurité est l'un des tout premiers droits. Il faut l'assurer concrètement, non pas par des machines, des caméras de partout à gogo, mais redonner aux policiers les moyens de faire leur travail et tout simplement faire appliquer les lois. Elles existent, appliquons-les et ne nous laissons plus parasiter par l'idéologie gauchiste de certains magistrats qui empêchent justement la sécurité d'exister en France. Pour un populisme radical, Julien Langella, c'est le sous-titre de votre ouvrage, mais est-ce qu'il existe au fond un populisme mou? Alors, il y a en tout cas des populismes de contrefaçon. Prenons le cas de Jair Bolsonaro au Brésil, la main gauche ou la main droite sur la Bible, la main gauche sur son portefeuille d'actions boursières. Pour moi, ce n'est pas du populisme, c'est un capitalisme libéral anglo-saxon, d'orientation plutôt puritaine. C'est pas du populisme. Salvini, c'est un cas intéressant aussi quand même de populisme sur le plan de la défense vis-à-vis de l'immigration-invasion. Mais finalement, le populisme est surtout une mode. Il y a eu une séquence populiste. On a eu les Trump, les Bolsonaro, les Salvini. Chacun a des qualités comme des défauts. Pour moi, le populisme, c'est un projet cohérent. Et par exemple, le faux populisme, c'est celui qui consiste à être très dur avec le lobby LGBT, mais être très mou en face des prédateurs financiers comme Jeff Bezos, patron d'Amazon, qui lui finance le lobby LGBT. Voilà l'exemple parfait du populisme de contrefaçon. Donc vous rejetez ces modèles Bolsonaro, Salvini, Trump. Alors je rejette surtout Jair Bolsonaro parce que lui, à mon avis, a même une politique anti-populiste sur le plan agricole et sur le plan de la petite économie locale. Toute la séquence là, amazonienne, ça dépasse quand même le conflit entre l'homme blanc et des Indiens tout nus dans la jungle. C'était plus compliqué que ça. Il y a vraiment eu une opération de l'industrie pour chasser les derniers restes d'agriculture vivrière comme celle qui subsistait en France il y a un siècle. Donc c'est pas un populisme que je cautionne. Pour Trump, Salvini et les autres, c'est difficile de juger et d'autant plus qu'il y a des puissances économiques derrière fortes qui structurent l'appareil d'État, au-delà de la volonté du président. Je remercie Trump toutefois d'avoir ramené un peu de liberté dans le débat public sur la santé et d'avoir défendu le droit à la vie aux États-Unis. Et ça, c'est véritablement, là, pour le coup, un populisme en action. Mais il n'existe pas, à mon sens, de populisme cohérent, intégral au pouvoir aujourd'hui dans le monde. Oui, celui de Trump incarne quelque part un national-libéralisme. Pourquoi, à vos yeux, ce national-libéralisme n'est pas un vrai populisme?
Alors, je ne sais pas s'il est vraiment national, enfin s'il est toujours national-libéral, Trump, puisque la politique économique des États-Unis, traditionnellement, elle est très protectionniste, donc plutôt anti-libérale au niveau mondial. Et c'est vrai, défend plus la liberté d'entreprendre à l'intérieur. Mmh. Mais je crois qu'en réalité, ce n'est pas du libéralisme, ce n'est pas non plus du nationalisme, parce que le libéralisme, c'est faire de la liberté la valeur sociale absolue. Rien ne doit entraver la liberté d'entreprendre. Pour un libéral honnête et conséquent, qui n'est donc pas un ultra ou un néolibéral, parce qu'il ne faut pas insulter les libéraux, il faut les respecter si on veut débattre avec eux, eh bien la liberté est un absolu, ne souffre aucune opposition, et la liberté d'entreprendre de Amazon, Starbucks, des GAFA, et du petit boulanger, du libraire indépendant au coin de la rue, c'est le même principe qui doit être défendu. En tant que populiste, je m'y oppose totalement. Je ne crois pas qu'il soit possible à la fois de défendre des limites, des frontières, et une expansion sans limite du libre-échange, puisque c'est le vrai projet libéral. Tous les auteurs libéraux, depuis le 19e siècle, prônent la fin de toutes les barrières douanières, comme Frédéric Bastiat, le pape Mmh. français du libéralisme. Donc ce n'est pas cohérent, et ce n'est pas tenable à terme. Donc on peut défendre la liberté d'entreprendre sans être libéral, c'est ce que je fais dans mon ouvrage. Restons un moment, Julien Langella, sur ces notions, d'étiquette. Pourquoi dites-vous que le libéral conservateur scie la branche sur laquelle il est assis? Parce que d'une part, il défend des valeurs morales, une certaine vision de l'ordre social. Il est attaché à ce qu'il y a de sain et de bon dans l'inégalité. Nous sommes différents, donc nous sommes inégaux, nous ne sommes pas faits tous pour les mêmes choses, nous sommes complémentaires. Ça, c'est l'aspect conservatisme. Mais en tant que libéral, il croit en un monde où chacun peut jouir de la même liberté, d'une façon aussi sacrée que celle du voisin, peut décider au suffrage universel du président qui doit prendre en main les destinées du pays. Il peut donc décider de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est vrai ou de ce qui est faux, par le suffrage universel, cette farce des petits papiers dans l'urne, comme disait Primo de Rivera. Et donc il est contradictoire, parce que le libéralisme sur le plan économique et politique s'oppose radicalement à la notion d'ordre, de morale, de transmission, d'héritage. Puisqu'il n'y a pas d'héritage, il n'y a rien de sacré pour un libéral. Tout peut s'acheter ou tout peut se vendre, tout peut se céder, puisqu'il n'est question que de droit de propriété. Donc en effet, je crois que le libéral conservateur n'existe pas. C'est simplement un homme de droite qui essaie de défendre à la fois les libertés particulières, ce que je fais, et d'autre part les valeurs auxquelles il est attaché. Et cela est sain. Donc ce n'est pas le discours que je rejette, c'est l'étiquette et cette rhétorique libérale abusive qui, à mon avis, a tendance à malmener l'esprit des gens de droite honnêtes et intègres. Justement, ce que vous évoquez à l'instant, ça m'intéresse, cette farce des petits papiers, dans l'urne. Est-ce que la République est compatible avec le populisme, selon vous? Puisque le populisme tel que je l'entends défend le peuple dans tout ce qu'il est comme une réalité sociale, historique, culturelle aussi, eh bien il ne peut pas, à mon avis, adhérer au projet républicain tel qu'il existe en France, parce que ce projet, c'est celui de la guerre civile depuis ses fondements, qui oppose les républicains, Marianne au sein nu, aux Vendéens, à l'Église, à la royauté, à l'Ancien Régime. Dès le départ, malgré l'adjectif patriote dont s'honoraient les révolutionnaires de 1789, c'est une idéologie qui cherche à, pour reprendre les termes de l'époque, régénérer la France. Par conséquent, le projet républicain français est incompatible avec le populisme. Cependant, je n'appelle pas nécessairement à un changement immédiat de constitution, mais à terme, si le populisme veut être appliqué, et on en reparlera, eh bien, il faut bien des changements institutionnels importants. La République, on peut lui faire dire n'importe quoi. Il y a un projet français qui est mauvais, il y a d'autres projets de République, à mon avis, où le peuple est plus uni autour d'un chef mieux respecté, qui sont beaucoup plus convenables, à mon avis, à la France et puis même aux nations européennes en général. Il y a des chefs d'État qui ne sont pas élus, mais qui sont plus populaires que ceux comme Emmanuel Macron, qui a été élu avec les voix de 2 Français sur 10, un tiers des électeurs, c'est rien. Je vous cite un passage, qui m'a intéressé, Julien Langella. Avec la Révolution française et la Révolution industrielle, l'accord commercial l'emporte sur la loi, l'intérêt privé sur le bien commun et tout devient négociable. Plus loin, vous dites: "De la révolution industrielle du 19e au transhumanisme actuel, il n'y a qu'un enchaînement logique." Tout cela, ça n'est qu'un enchaînement normal pour vous? Normal, non. Logique, oui, Non? en Ouais, effet, ouais. parce qu'il y a un processus de déracinement qui a commencé au moins à la Révolution française, peut-être plus avant, mais avec une volonté politique consciente,
Ça commence à la Révolution française avec, par exemple, l'interdiction en 1791 du droit de grève, qui n'était pas nommé en ces termes, mais tout de même qui existait dans les faits, et des corporations, c'est-à-dire des confréries de métiers qui étaient en fait des familles sociales à l'intérieur de laquelle employés, patrons, donc apprentis, compagnons et maîtres, pouvaient s'entendre, pouvaient coexister et s'entraider. Il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas d'AME pour les clandestins, il n'y avait pas beaucoup de clandestins non plus à cette époque en France, il n'y avait pas d'éducation nationale, c'était les communautés locales et les communautés de métiers, les paroisses, qui géraient en effet la solidarité. Et ce projet a été détruit à la Révolution française au nom des droits de l'homme, au nom de l'individu qui ne doit pas être forcé à faire partie d'un groupe, alors que l'appartenance communautaire est quelque chose de naturel pour tout un chacun. Et donc, depuis 2 siècles, en effet, c'est un déracinement complet. Déracinement social, géographique, avec la centralisation parisienne qui étouffe la France. La France, c'est du vampirisme. Et puis maintenant, c'est le déracinement sexuel avec la théorie du genre, le déracinement culturel avec le multiculturalisme. Tout le monde peut devenir français. La France est un hôtel, dit Jacques Attali. Il y a une logique dans tout ça depuis 2 siècles. Au nom de l'individu, on a déraciné l'individu et on l'a rendu otage d'autres puissances. À mon avis, il y a les puissances d'argent au niveau international, et puis à la puissance de l'État. On est vraiment coincé entre le marteau et l'enclume, alors qu'on parle de liberté toute la journée à la télévision. Un peu comme le message qu'on retrouve sur les paquets de cigarettes, Julien Langella, vous écrivez, voilà, la croissance tue. Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, un moyen de faire de la croissance vertueuse avec ce que l'on appelle aujourd'hui le développement durable? Alors le problème de la croissance, c'est plutôt l'idéologie de la croissance, c'est-à-dire chercher à produire toujours plus comme seul gage de santé économique, de prospérité. La croissance, c'est un taux de production de biens et de services. Il y a une nouvelle maison close aux Pays-Bas, ça fait augmenter le PIB aux Pays-Bas. Est-ce que ça fait augmenter le bien-être ou le bonheur des Hollandais? Je ne suis pas sûr. D'ailleurs, selon l'Union européenne, le trafic de drogue entre maintenant dans le calcul du PIB. Le problème du PIB, de la croissance, c'est que c'est un indice statistique qui est aveugle, qui n'est pas qualitatif, qui est quantitatif. Donc je ne suis pas pour qu'on arrête la production économique, je suis pour qu'on la mesure mieux et qu'on l'oriente aussi à la lumière du bien commun, de ce qui est bon pour le peuple français, et pas seulement pour les marchés financiers. Quant au développement durable, je crois que c'est contradictoire. On ne peut pas être dans une recherche de produire toujours plus, et en même temps de protéger les espaces naturels qui sont pillés pour obtenir les ressources qui permettent aux usines de tourner. À un moment donné, il faut une limite. Est-ce qu'on a besoin de produire plus ou est-ce qu'on a besoin de produire mieux? Je crois qu'on a besoin de produire mieux. Et produire mieux, eh bien, c'est aussi laisser plus de place aux petits commerçants, aux artisans, à pas mal de professionnels qui ont déserté l'économie française, attaquée à la fois par la raquette fiscale et par les gros, la concurrence des gros qui mangent les petits. Donc oui, on peut encourager la créativité économique sans être un idolâtre de la croissance. Et justement, sur le PIB, vous citez dans votre ouvrage cette phrase de Robert Kennedy: le PIB mesure tout sauf ce qui rend la vie digne d'être vécue. Je trouvais ça très intéressant de citer le frère du président américain. Enchaînons sur la question de l'immigration. Vous estimez qu'aujourd'hui, les pompes aspirantes n'aspirent plus grand-chose. Pourtant, voilà, l'immigration légale et illégale n'a jamais été aussi importante. Oui, tout à fait. Alors attention, quand je dis que les pompes aspirantes, c'est-à-dire les aides sociales, n'aspirent plus grand-chose, je ne dis pas qu'il n'y a plus de flux migratoires, au contraire, je m'en désole, mais je dis que ce n'est plus, à mon avis, la raison principale des flux migratoires. Aujourd'hui, on est confronté à des populations pour lesquelles le mode de vie occidental sera toujours 10 fois supérieur à ce qu'ils peuvent espérer dans leur pays. Justement parce que le développement économique, ce n'est pas une question comptable ou arithmétique ou statistique, c'est une question de culture. Et si l'économie s'est développée à un niveau capitaliste et à un niveau industriel en Europe, ce n'est pas pour rien. Si l'essor de l'économie moderne est européen, c'est bien parce qu'il y a dans la culture européenne les ressources pour se développer avec cette force et ce génie, cette ingéniosité. Donc ces gens-là viendront toujours chez nous parce que nous serons toujours un Eldorado pour eux, et aussi parce qu'ils savent que chez nous, pardon, eh bien, l'État est assez faible pour permettre à ces gens de s'organiser en communauté, où ils pourront vivre la solidarité. Donc demain, on coupe pas mal d'aides sociales, peut-être que ça va tarir le flux, ça va le ralentir, mais ça ne va pas le tarir définitivement. Et la cause en est notre faiblesse communautaire, notre faiblesse identitaire. Un dernier exemple, pourquoi tant de gens cherchent à aller en Grande-Bretagne alors que ce n'est pas un État-providence comme la France? Parce qu'il y a une faiblesse politique au niveau de l'organisation des communautés. À mon avis, c'est cette faiblesse qui est identifiée
comme le talon d'Achille de l'Europe, et c'est la raison pour laquelle notre continent est ciblé par eh bien, ce qu'il faut bien appeler des envahisseurs. On l'a vu, Julien Langella, avec la crise sanitaire, la France a dû s'endetter encore plus et la Banque centrale européenne d'injecter plusieurs centaines de milliards d'euros de liquidités, je crois, l'année dernière, 1350 milliards. Vous parlez d'un non-dit autour de cette création monétaire. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, ce qu'il y a tout derrière, moi je ne suis pas assez bien placé dans les petits papiers de la BCE pour le savoir, mais en tout cas, ce que je peux constater, n'importe qui, c'est que notre système monétaire ne repose plus sur une richesse qui matériellement existe, des lingots d'or ou d'autres réserves de métal, et qui sont convertis en billets ou en pièces. Ça ne fonctionne plus comme cela. Vous allez demander un prêt à votre banque, vous l'obtenez, avec votre carte bleue, vous allez retirer de l'argent au distributeur, un billet en sort, ça y est, vous avez créé de la monnaie. Parce que la banque à laquelle vous êtes rendu, elle-même emprunte aux banques centrales à des taux d'intérêt tellement bas pour soutenir justement la croissance, parce que c'est la croissance à tout prix, au mépris de l'équilibre économique et social, que donc tous les prêts sont possibles et toutes les formes de création monétaire sont libres de toute régulation politique. Et le non-dit, à mon avis, civilisationnel, politique, morale et pourquoi pas même philosophique derrière, c'est le toujours plus, la volonté d'éradiquer toutes les limites à l'orgueil de l'homme. Et si on combat le libéralisme sur le plan culturel ou moral en manifestant avec la manif pour tous, ben, il faut aussi le combattre sur le terrain du mondialisme économique. Est-ce qu'on a besoin de produire des éoliennes en pagaille? Est-ce qu'on a besoin, comme le propose une start-up russe, de diffuser de la publicité dans l'espace, visible par n'importe quel point du globe, enfin depuis n'importe quel point du globe? Non, je ne crois pas. Peut-être que les capitaux pourraient être mieux orientés. Donc je n'appelle pas à une planification économique, mais j'appelle à un retour à la raison et à un vrai rôle de stratège et d'arbitre de la part de l'État. Et donc le non-dit de la création monétaire, c'est ça, c'est vouloir produire et consommer toujours plus. Et c'est un problème éthique au fond, mais le politique, comme je l'explique dans mon ouvrage, a bien un rôle à jouer là-dedans. Alors, entre collectivisme et libéralisme, il existe un autre projet, dites-vous. Je vous cite un projet qui défend mieux la propriété privée que le capitalisme et permet l'épanouissement réel de l'homme par l'action communautaire dans l'entreprise et la santé. C'est quoi ce projet? Alors ce projet, il est à la fois localiste dans la mesure où il s'appuie sur le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que à chaque échelon social, à commencer par l'individu, les familles, les villes, les groupements professionnels, régionaux, une certaine capacité à agir. Donc l'État central, Paris, ne doit plus prendre en main tout le territoire. Il faut un vrai et sain retour à l'autonomie financière des communes, par exemple. C'est très important. Il faut encourager le vivre et le consommer local et détaxer la proximité, c'est-à-dire que quelqu'un qui produit à un endroit où il va distribuer son produit, ses denrées, eh bien, il peut jouir d'un crédit d'impôt. Donc il faut mettre en place la relocalisation du travail et de l'homme, mais il faut aussi le faire en prenant en compte une nouvelle réalité, enfin qui est ancienne, mais qui n'est pas prise en compte actuellement dans le monde de l'entreprise, c'est la communauté. C'est la communauté, c'est-à-dire que plusieurs salariés à l'intérieur d'une entreprise la font vivre, apportent une valeur collective, non pas par l'addition de leurs forces, mais par la jonction de leurs forces, cette synthèse. Or, comme le dit le pape Jean-Paul II et la doctrine sociale de l'Église, l'employé doit sentir qu'il est co-auteur de son travail, définir de manière un minimum autonome ses objectifs, les moyens de les atteindre. Et cela va à contradiction avec le salariat individualiste et généralisé auquel nous sommes soumis depuis un siècle et demi, en fait, depuis la fin progressive de la société agricole en France, de la population agricole. Et donc reconnaître à des communautés, à des associations qui représentent véritablement les travailleurs, mais pas uniquement dans un but syndical d'opposition au patron, mais dans un but constructif de vie en commun, eh bien, des droits économiques, des droits sociaux, la solidarité, la sécurité sociale, les retraites, même des services bancaires pourraient être exercés par des communautés professionnelles, comme ça existait très provisoirement en 1941 avec les coiffeurs. Il y avait une corporation de coiffeurs et celui qui voulait s'établir à son nom n'était pas obligé d'aller solliciter un crédit à la banque, mais aller au fonds corporatif des coiffeurs. Par la communauté, on peut exercer la solidarité sans attendre énormément de l'État et sans attendre non plus du marché. Donc je ne suis pas du tout pour l'assistanat, je suis vraiment pour un retour à la solidarité communautaire. Et cela, à mon avis, sera tempéré, parce qu'il peut y avoir toujours des excès, dès qu'il y a plus de 10 personnes dans une pièce pour bavarder, ça crée des problèmes. Eh bien, le principe du localisme, agir au plus près du niveau d'action, est très important. À ce titre, je suis partisan d'une démocratie directe et au niveau local,
Au niveau national, j'y crois beaucoup moins. Donc, référendum d'initiative populaire au niveau local, bien sûr, les gens sont compétents pour voir les changements et juger l'action de leurs élus. Au niveau national, je crois au contraire qu'il nous faut un pouvoir fort, qui soit capable de prendre de grandes orientations et nous laisser vivre à la base. Justement, hein, ce projet, donc vous le citez, c'est un projet communautarien. En gros, c'est l'autogestion plus l'ordre. Le citoyen n'aurait alors plus besoin ni des banquiers, comme vous venez de le dire, ni des subventions gouvernementales. À ce titre, dans votre ouvrage, Julien Langella, vous faites 27 propositions pour la révolution populiste. Dans ces propositions, il y a les propositions politiques, suppression des partis et des assemblées parlementaires et institution d'un président à vie. D'ailleurs, pour vous citer en substance à propos des partis, est-ce que je vais retrouver, voilà, le régime parlementaire est un supermarché où les partis politiques contiennent tous la même daube. Donc, ça m'a fait un peu rire sur l'institution d'un président à vie. Où trouver cet oiseau rare, Julien Langella? Bah, nous le trouverons dans les situations difficiles et nous le trouverons surtout à l'issue de nos efforts. Moi, je ne crois pas en un roi ou en un dictateur qui viendrait nous sauver. Je pense que le combat doit être mené, comme on dit, par la société civile qui est intermassée impropre, par le peuple lui-même, dans la rue, par les pétitions, par toutes sortes de mobilisations et de nos efforts, de la création aussi d'écoles indépendantes et de lieux où le savoir peut être transmis avec exigence, avec excellence. De ces lieux sortiront bien ceux, parce qu'il n'y en aura pas qu'un seul, qui nous aideront à reprendre notre pays en main. Je ne crois pas aujourd'hui qu'il puisse sortir des institutions républicaines ou par accident cet oiseau rare, en effet. Je crois que ce sera le salaire de nos efforts personnels. Et par exemple, pour ceux qui sont attachés à la figure du roi, bien pensons que le roi est toujours la récompense d'un peuple, la récompense de l'action d'une élite, parce que les masses ne font pas l'histoire, mais de l'action opiniâtre d'une élite. Ça, j'y crois profondément. Donc nous pouvons agir ici et maintenant, surtout au niveau local, il est vrai, là où il y a beaucoup plus de pouvoir encore au niveau municipal, et nous obtiendrons, nous aurons ce héros AUT, celui qui porte la parole du peuple. Et justement, ce président, selon vous, vous l'exprimez dans votre livre, devrait axer son programme présidentiel sur deux axes gagnants, on va dire, un programme protectionnisme de remise en cause du libre-échange et de l'immigration invasion. Donc voilà, remise en cause du libre-échange et restreindre ou remise à zéro de l'immigration, quoi. Tout à fait, parce que moi je propose un idéal politique, je fixe un horizon, je propose même, je le dis, un idéal, une révolution à la droite qui est orpheline d'idéal, orpheline d'un idéal généreux. La gauche nous lance parfois, nous sommes le camp du cœur, on se rappelle du dialogue entre Giscard et Mitterrand, je crois, mais c'est pas totalement faux. Il y a un manque de chaleur aussi peut-être dans nos engagements et dans ce que nous proposons. Et je crois que là, concrètement, ici et maintenant, si un chef d'État propose de sortir du libre-échange, d'assurer la souveraineté économique, donc l'autonomie alimentaire, et de mettre un Hmm. stop total, un moratoire sur l'immigration, c'est déjà deux signes de courage qui méritent que l'on soutienne cette personne, en effet. Et Justement, on est configuré pour la souveraineté économique. Nous sur pouvons l'assumer, nous, l'autonomie, Français. Sur l'autonomie alimentaire, Julien Langella, vous dites que la révolution populiste provoquerait des sanctions économiques comme l'embargo, mais est-ce qu'on a les moyens de vivre en autarcie forcée? Ah oui, on a les moyens. Je pense que la France, de par sa diversité et de terroirs, la bonne diversité, et la fertilité de ses sols, est un pays, historiquement, nous l'avons toujours vu, configuré pour l'autonomie alimentaire, beaucoup plus que les Pays-Bas, beaucoup plus que le Luxembourg, ou même beaucoup plus que l'Espagne, par exemple. Pourquoi nous n'avons jamais réussi à coloniser d'une façon suffisante, avec une démographie importante, le Canada et la plupart de nos colonies d'ailleurs, parce que la France est un pays de cocagne et personne ne peut en partir, tout pousse sur le sol de France. Donc nous sommes parfaitement configurés sur le plan naturel, géographique, physique, et puis je pense au niveau des hommes disponibles. Nous ne sommes pas configurés au niveau politique pour atteindre cette autonomie alimentaire, cette souveraineté économique. Et donc j'appelle à un grand plan, en effet, de conversion de l'agriculture, pas avec une écologie punitive qui explique aux agriculteurs qu'ils sont des empoisonneurs, parce que certes, ils sont des empoisonneurs, mais de leur propre santé d'abord. Les agriculteurs sont les premiers
les premières victimes de l'empoisonnement généralisé par les pesticides. Donc il ne faut pas les criminaliser, il faut les défendre en fait, contre la politique agricole commune, contre les multinationales comme Monsanto qui les tiennent à la gorge, contre les intermédiaires de la grande surface. Et donc il faut engager ce grand plan de conversion vers une agriculture traditionnelle, raisonnée, biologique autant que faire se peut, pour nourrir les Français. D'abord, autonomie alimentaire, souveraineté économique sont deux axes fondamentaux qui en fait n'en forment qu'un. Et là, nous pourrons tenir la dragée haute à nos adversaires sur le plan international. Parce que nous serons véritablement libres. La liberté, c'est l'indépendance. Et vous dites qu'il nous faut un État protecteur contre toutes les intoxications du monde moderne. À quelle intoxication vous pensez et à quel mode de protection aussi vous pensez? Alors, je pense à l'intoxication déjà alimentaire qui est aujourd'hui généralisée, perturbateurs endocriniens qui font exploser par exemple l'âge de puberté en le rendant plus précoce chez les enfants. Et puis, vous voyez, le taux de leucémie, de cancer, de malformation génitale chez les enfants de paysans, c'est du délire. Le QI aussi qui est en train de baisser. Enfin, le peuple français est plus riche que jamais, mais il est en très mauvaise santé. C'est quand même une anomalie à laquelle nous a mené l'idéologie de la croissance. Donc nous protéger de cette intoxication-là, intoxication idéologique, culturelle, il faut un État qui est capable de défendre sa culture et pas de se soumettre à Netflix ou à Hollywood. Regardez ce que fait la Russie, l'Inde, le Pakistan, la Turquie. Ils proposent un cinéma patriote engagé qui chante les grandes heures de leur histoire. Pourquoi le cinéma français, nombriliste et petit bourgeois de gauche, n'est-il pas capable, mais je réponds en fait à ma question à l'intérieur de cette interrogation, de produire un cinéma aussi exaltant? Et là, il faut aussi une volonté politique. Il ne s'agit pas de nationaliser l'industrie du loisir, mais de lui donner une orientation et d'encourager parce qu'ils existent certains projets plutôt que d'autres. Aujourd'hui, l'État, par le biais de sa politique de subvention, soutient le cinéma gauchiste que nous détestons et ne soutient pas le cinéma enraciné. Pourtant, Oui, il y a des volontés. Regardez Cheyenne Caron. Cheyenne Caron, je pense qu'elle est très contente d'être indépendante, mais elle a aussi besoin, elle aurait besoin du soutien d'un gouvernement courageux, par exemple. Donc, dernière les question. intoxications doivent être rejetées. Rapidement, dernière question, Julien Langella. Les populistes doivent-ils attendre la déliquescence finale de la France et les bras croisés? Non, ils doivent agir ici et maintenant, c'est possible au niveau local. Quand vous prenez une mairie, vous avez la main sur la police, donc vous pouvez assurer la sécurité de votre population. Vous avez la main sur les bibliothèques municipales et la politique de culture et même d'éducation dans une certaine mesure. Donc vous pouvez par exemple organiser des séances d'éducation affective qui tiennent la route dans les collèges et dans les écoles primaires, qui ne soient pas des incitations à la débauche. Vous pouvez aussi encourager l'enracinement voilà, par un choix culturel global, un choix aussi d'activités de loisirs. On peut refaire un peuple, puisque c'est le titre de mon ouvrage, ça veut dire en fait éveiller le peuple, non pas le refaire à la mode bolchevique, mais le rendre à son identité profonde, avec tous ces moyens municipaux, ça existe. Ça existe. Et donc, ça demande d'agir ici et maintenant. On a besoin aussi d'écoles indépendantes. On a besoin de créer des fermes pédagogiques pour réapprendre aux Français le goût du sol, le goût de la terre. On a besoin de tous les modes d'action possibles, également dans la presse libre, dans toutes sortes d'actions intellectuelles pour influencer notre population et la rendre à elle-même. Et donc, il faut agir au niveau politique, électoral, médiatique, de la communication. Il faut tout faire, il faut être partout selon vos talents et les besoins locaux, près de chez vous. Julien Langella, je rappelle le titre de votre ouvrage à nos téléspectateurs, Refaire un peuple pour un populisme radical. C'est aux éditions de la Nouvelle Librairie. Merci d'avoir accepté notre invitation, Julien Langella. Merci à vous.